Clémence Accart, c'est encore un hasard de la vie. Dans un précédent magazine, Le Pod, elle faisait partie de quelques podcasts que je trouvais intéressants. Mais de là à faire un coup de cœur ou un coup de projecteur, j'y pensais pas vraiment. Et pourtant, en écoutant un nouvel épisode, sa voix m'a paru tellement familière que je me suis rendu compte à quel point elle marquait. Le Pod 4 devait sortir en juillet. On avait décidé de continuer à paraître, bien que la plupart des publications s'étaient arrêtées. La version digitale est donc sortie en même temps que la version papier, ce qui devait pas être le cas. On avait décidé de faire le papier d'abord et le digital 2 mois plus tard pour essayer de valoriser les lieux de diffusion et puis la version papier. Mais avec les lieux de diffusion fermés, compliqué. Je vous en ai pas parlé, mais les textes que je leur lis sont toujours écrits avant de les rencontrer, afin de garder leur réaction la plus naturelle possible. Et Clémence, vous allez l'entendre, est très naturelle. Podcast Magazine. Et bienvenue dans le pod, le coup de cœur de Phil. Aujourd'hui, je reçois Clémence Accart. Bonjour Clémence. Bonjour Philippe. Alors, on va parler de Magma, un podcast qui est pas nouveau, et c'est vrai que l'objectif du coup de cœur n'est pas forcément de parler de nouveaux podcasts et de choses forcément innovantes, mais surtout de mon coup de cœur. Et c'est vrai que j'avais déjà parlé de votre podcast que j'avais découvert un peu par hasard. Et en fait, ce podcast est resté en moi, et c'est pour ça que j'avais envie de faire ce coup de cœur avec vous pour essayer de comprendre un peu mieux comment est née l'idée de Magma, et puis surtout comment vous travaillez, parce que l'objectif de ce podcast, c'est pas simplement de faire découvrir un podcast, mais c'est aussi de voir un peu le travail que cela demande. Alors, il y a des gens qui ne font pas tout, il y en a qui font tout. Vous êtes du genre à tout faire ? Oui, complètement, tout faire. Tout le temps, depuis le départ, c'est comme ça que j'ai fonctionné jusque-là, oui, tout à fait. Alors, un peu d'histoire sur votre passé radiophonique et podcasteuse, parce que vous n'êtes pas né comme ça à vous dire ça y est, je vais faire un podcast. Vous avez déjà un peu une expérience en radio, c'est ça ? Oui, exactement. Quand j'ai lancé Magma, ou du moins que j'ai imaginé le concept de ce podcast-là, j'étais journaliste dans une radio locale en Savoie, d'où je suis originaire. Et c'est vrai que c'était un travail assez fastidieux, enfin qui demandait de toute façon beaucoup de rigueur et de polyvalence. Et je crois que toutes les idées naissent d'une forme de frustration, et en fait je me suis assez vite sentie frustrée par les contraintes de la radio, c'est-à-dire le temps qu'il fallait respecter, très très court pour entrer dans la grille de programme, le fait de devoir interviewer certains types d'invités, et donc j'avais envie d'autre chose, en fait j'avais envie de long format, j'avais envie de prendre du temps, et j'avais envie de pouvoir entendre les personnes qu'on n'entendait pas ailleurs. Donc c'est un petit peu comme ça qu'est né Magma.
Et ces personnes sont des personnes, on en parlera un peu plus tard, mais sont des personnes que vous aviez déjà identifiées, ou alors vous êtes vraiment parti d'une feuille blanche en vous disant je vais trouver puisque c'est un peu des faits historiques que vous recherchiez avec des personnages un peu spéciaux qui ont vraiment une histoire à raconter dans l'histoire avec un grand H, c'est ça? Oui, c'est exactement ça. Et alors au départ, j'avais pensé à 2 personnes de mon entourage, des personnes que je connais et qui correspondaient à ce concept. Donc bien sûr, j'avais pensé à eux comme mes premiers invités, ce qui a été le cas d'ailleurs. La toute première invitée, puis le second épisode aussi. Enfin voilà, ce sont 2 personnes que je connais. Mais au-delà de ça, j'avais envie d'aller chercher des personnes qu'on n'entendait pas ailleurs et que moi-même je ne connaissais pas au début de la création de ce projet. J'avais envie d'aller les chercher, envie de les trouver. Alors comment on fait quand on se lance comme ça dans un projet et vous aviez du matériel, vous saviez exactement comment vous alliez vous y prendre? Alors, en ce qui concerne le matériel, j'avais la chance donc de travailler dans cette radio locale, donc c'est vrai qu'au départ, je me suis servi du matériel que j'utilisais quotidiennement pour mon métier de journaliste dans cette radio locale. Et puis ensuite, il a fallu trouver ces personnes. Donc ça, c'était tout un travail de recherche, de prise de contact, le fait qu'il faille en parler autour de soi, un maximum. Donc après, vous prenez votre enregistreur, vous allez voir d'abord vous l'appelez, et vous essayez de la convaincre, sans avoir vraiment d'autres épisodes en poche, et petit à petit, ils vous font confiance, ou ils vous font confiance tout de suite et ils sont pas trop regardants sur ce que vous allez en faire? Alors, c'est déjà primordial d'appeler la personne dans un premier temps, ne serait-ce que pour déterminer si la personne va être capable de répondre à mes attentes, et c'est-à-dire parler correctement devant un micro, de pouvoir aller au bout d'une idée, au bout d'un témoignage, au bout de leur témoignage. Et puis oui, il y a évidemment une nécessité de mettre en confiance la personne, de lui raconter quel est l'objet du podcast et pourquoi son témoignage m'intéresse. Mais c'est très particulier parce que ce sont toujours des anonymes, des personnes qui n'ont jamais eu l'occasion de parler de leur vie devant un micro. Donc bien sûr que ça peut intimider et qu'il faut prendre le temps pour certains de les rassurer et de les mettre en confiance, ouais. On fait ça dans un lieu particulier? Comment on va les voir? On les rencontre pas dans un bar pour faire l'enregistrement? Quelles sont les étapes et par rapport à ce que vous en avez fait combien au total de ces personnes anonymes qui ont une histoire un peu originale à raconter? J'en ai fait plus d'une dizaine, j'ai pas le chiffre en tête exactement. Mais la première étape, c'est de téléphoner, c'est comme ça que je fonctionne. Et après je rencontre la personne et l'interview se fait dans la foulée. Et en général, c'est chez ces personnes-là, j'aime bien me rendre sur place, déjà pour être dans un environnement qui les met en confiance, et puis pour rentrer un petit peu dans leur vie, dans leur univers, pour comprendre un petit peu mieux ce qui les constitue. Donc pas de café, pas de restaurant, on est plus dans l'intimité d'un appartement ou d'une maison, oui. Donc chez eux, et vous choisissez le moment pour enregistrer, ou c'est eux qui le choisissent, et vous venez, vous faites ça en plusieurs prises, ou alors c'est une prise et ensuite tout est bon? En général, c'est une prise. Ouais, tout à fait. Alors ce sont des interviews qui sont très longues. Ça peut durer plusieurs heures, et après c'est un gros travail de ma part de montage, de sélection, mais ça m'arrive pas de revenir sur place pour compléter le témoignage. J'essaye de faire en sorte qu'on ait beaucoup de choses, beaucoup de matière dès le premier coup, et c'est pour ça d'ailleurs que je
prépare pas forcément une liste de questions, c'est-à-dire que je préfère que ce soit vraiment sous forme de discussion, que je rebondisse vraiment sur la moindre chose que j'entends pour pouvoir creuser un petit peu tous les aspects de ce témoignage et avoir voilà le maximum de matière pour avoir le plus beau témoignage, je l'espère, possible. Donc en fait, vous n'avez pas une liste de questions définie que vous posez. Vous avez une idée, bien entendu, de l'histoire que vous voulez qu'il vous raconte, puisque c'est un peu l'objectif, c'est quand même raconter une histoire originale et d'une personne anonyme, ou même s'il y a quand même dans certaines de vos histoires des personnes qui sont anonymes sans vraiment l'être, parce que qui sont un peu connues. Mais l'objectif, donc, c'est pas d'avoir des questions définies. Vous partez un peu à l'aventure et vous faites, en fait, et c'est un peu cette fraîcheur qu'on ressent quand on écoute les podcasts de Magma. C'est-à-dire qu'on n'est pas du tout dans un phénomène d'interview, en fait. C'est plus un partage, et puis alors donc ça veut dire que quand vous arrivez, vous n'avez pas de papier, vous n'avez rien, vous avez que votre enregistreur, et vous vous installez avec le personnage et vous essayez de rentrer dans sa vie, et en faisant en sorte que le micro soit le plus petit possible, ou comment ça se passe? Alors le micro est difficilement petit, enfin c'est-à-dire qu'il prend quand même beaucoup de place, on peut pas vraiment l'oublier. Mais si, j'ai quand même un papier, un carnet sur les genoux avec effectivement des petites idées, une trame, et puis voilà l'endroit où j'aimerais amener mon invité par rapport à des choses qu'il m'a dit au téléphone pour la pré-interview. Mais je pose très rarement mes yeux dessus, en fait. J'essaye vraiment de me concentrer sur ce que me dit la personne pour partager ce moment privé avec elle et pouvoir être disposée et prête à rebondir sur tout ce que la personne va me confier. Mais le carnet, ça me sert aussi à prendre des notes pendant le témoignage pour pouvoir me souvenir de points sur lesquels j'aimerais rebondir ou que j'aimerais approfondir un petit peu avec mon invité. Donc ça veut dire que vous lui mettez le micro, vous placez le micro entre vous, ou techniquement comment vous faites vous avez 2 micros qui sont branchés sur le Zoom, un pour vous, un pour lui? Non, alors moi je n'ai pas de micro puisque je coupe mes questions au montage. Donc c'est pas la peine pour cet exercice-là et que j'ai un micro, mais voilà, tout simplement je mets le micro de mon invité devant lui, et puis voilà. Donc un zoom. Ensuite, si on parle un peu côté montage, côté production, parce que là on sent qu'il y a un gros travail en effet de choix de phrases, et puis peut-être d'ordre aussi, parce que tout n'est pas pris dans l'ordre, je suppose. Donc vous montez sur quoi? C'est quoi votre manière de travailler et de produire derrière et de mixer? Alors le logiciel de montage que j'utilise s'appelle Heidenburg. C'est un logiciel qui est payant, qui coûte une centaine d'euros et qui me semble très bien. Enfin pour moi ça me convient tout à fait. Et puis voilà, c'est un gros travail de réécoute. C'est l'étape la plus longue en fait quand on réalise un podcast. On reprend le temps de déconstruire, de donner une trame à l'histoire. Moi après c'est vrai que j'ai tendance à faire des récits qui sont assez chronologiques en fait, mais ça peut m'arriver de vouloir créer une forme de suspense en mettant en bougeant des blocs de récits, de les interchanger, etc. Mais ça dépend vraiment du témoignage en fait, de l'histoire que j'ai en face de moi. Donc Hindenburg pour le montage. Est-ce que vous utilisez d'autres outils concrètement, ou alors c'est tout ce que vous utilisez, c'est-à-dire un bon logiciel de montage et vos oreilles et bien entendu un bon enregistreur? Voilà, exactement. Pour l'instant, ça me suffit, ouais. En tout cas, pour Magma, c'est ce qui a suffi jusque-là, ouais. Est-ce que vous avez
des envies d'avoir d'autres sortes de matériel, ou alors pour vous, c'est totalement suffisant pour enregistrer un podcast, parce que ce podcast s'adresse bien entendu à des initiés et à des gens qui ont peut-être envie de se lancer dans un podcast. Donc vous leur conseillerez de démarrer avec un petit enregistreur Zoom et avec un logiciel qui, Hindenburg, par rapport aux autres logiciels, est un peu est un peu assez simple d'utilisation, même s'il est payant. Il y a des logiciels plus gratuits que vous avez peut-être essayé déjà aussi, non ? Oui, j'ai essayé des logiciels gratuits. Après, c'est vrai que puisque j'ai commencé quand je travaillais dans ma radio locale, j'utilisais le logiciel qui était spécifique à cette radio-là et qui est pas disponible dans le commerce, disons. Donc en fait, j'ai pas eu l'occasion de tester énormément de logiciels différents, mais pour tous ceux qui souhaiteraient se lancer, ça dépend en fait de l'objectif et puis des moyens de chacun, parce qu'on peut commencer avec un matériel vraiment accessible. Enfin après, ça dépend vraiment du résultat qu'on veut, mais ne serait-ce que l'enregistreur d'un téléphone, d'un smartphone, ça peut déjà faire un travail intéressant pour ceux qui vraiment souhaiteraient débuter ou essayer ou s'amuser. Et après, évidemment, tout est une question de prix qu'on souhaite mettre pour avoir une qualité supérieure, que ce soit dans le logiciel ou dans le matériel, ouais. Oui, dans la mesure où on va avoir une qualité, parce que une des premiers coups de cœur que j'avais, c'est Sarah Trey Stéphanie qui a enregistré son premier épisode avec son téléphone portable et ses écouteurs. Tout dépend de l'ambiance qu'on veut aussi donner à son podcast. Est-ce que vous avez des surprises pendant ces entretiens, des choses que vous imaginiez pas et qui sont intervenues? Alors, je parle bien sûr de la partie technique et des surprises, par exemple des enregistrements qui n'ont pas enregistré, ou alors des surprises aussi au niveau des intervenants qui vous ont dit des choses que vous n'imaginiez pas. Ou est-ce qu'on a des surprises, ou alors est-ce que ça s'est plutôt toujours passé comme vous l'imaginiez? Alors oui, je pense qu'on a toujours des surprises. En termes de témoignages, moi j'ai été très émue parfois d'écouter l'histoire de mes invités, et donc là c'est un moment un petit peu particulier où il faut savoir à la fois contrôler ses émotions et son interview à la fois, et sinon pour les imprévus techniques, oui, ça m'est arrivé de faire toute une interview en enregistrant mal. Je m'en suis rendu compte à la fin et c'était absolument inexploitable. Et dans ce cas-là, il a fallu que je reprenne rendez-vous avec cette personne, qu'on refasse l'enregistrement. Donc évidemment, ça a été moins naturel, moins spontané que le premier enregistrement. Et c'est le risque. Mais après, ce qui est sûr, c'est que j'ai pas fait 2 fois la même erreur, quoi. En général, quand on se plante comme ça et qu'on oublie de correctement brancher un fil ou d'allumer un bouton, après, on le fait plus. Magma, d'où vient ce nom, Magma ? Alors, moi, j'aime bien l'idée que ça puisse être un peu énigmatique, que chacun puisse se faire un peu sa propre interprétation. Mais mon idée, c'était de donner la parole aux témoins oubliés dans le magma de l'histoire. C'est-à-dire qu'après l'éruption d'un volcan, seul le magma peut témoigner de la violence de l'événement qui s'est produit. Alors bon, ça peut être un peu une interprétation philosophique de ma part, mais voilà, c'était aussi des petites histoires individuelles qui regroupées ensemble forment un magma, un mélange qui peut constituer une entité. Et puis voilà, des petites histoires, des blessures, des émotions, des regrets, des joies qui restent enfouies et qui n'ont pas encore explosé, disons. Alors pour la partie musicale, enfin il n'y a pas de musique, mais il y a des petites... Des petites respirations, oui, musicales, oui. C'est vous ? Non, alors ça a été un ami qui sur la saison 1 a composé la plupart des musiques. Et puis ensuite, je suis passée sur les musiques libres de droit, sur Internet tout simplement. Libres de droit. Et puis ensuite, j'ai payé un abonnement à une plateforme qui propose des musiques justement un peu plus travaillées, un peu plus professionnelles.
voilà, pour avoir un peu plus de qualité aussi à ce niveau-là. On peut la citer, c'est quelle plateforme ? Ah non, je sais plus. Pardon, je sais plus comment elle s'appelle. Au niveau du visuel, puisque on sait pertinemment que le visuel a de l'importance et la communication, les réseaux sociaux, le site web, comment est-ce qu'on crée tout ça simplement ? Je sais pas si c'est simple, mais en tout cas, moi j'ai eu envie d'avoir un podcast qui soit paradoxalement très visuel et de pouvoir proposer une identité graphique qui soit tout de suite reconnaissable. Et donc on a imaginé ça avec un ami à moi qui est graphiste et l'idée c'était de faire de proposer en fait pour chaque nouveau témoignage, de chaque nouvel épisode qui sortait, une sorte de petite vidéo d'animation, comme un tout petit dessin animé de quelques secondes, qu'il était facile de diffuser sur les réseaux sociaux pour en faire la promotion. Et voilà, c'était vraiment l'envie que les auditeurs puissent reconnaître au premier coup d'œil qu'il s'agissait de Magma, et puis de créer aussi toute cette ambiance autour des témoignages, quelque chose auquel on pouvait se rattacher visuellement. Alors tout ça, tout ce travail, toute cette énergie que vous avez eu pour lancer ce projet, vous le faites parce que vous en aviez envie, vous étiez motivé. Comment est-ce qu'on gagne sa vie aujourd'hui avec le podcast ? On ne gagne pas forcément sa vie aujourd'hui avec le podcast, et le début de Magma, ça a été vraiment une envie profonde de diffuser ce genre de témoignages, déjà de les récolter, de rencontrer ces personnes-là. Et jamais je me suis dit que j'allais gagner de l'argent avec ce podcast. Donc je peux pas vraiment dire qu'il est facile de gagner de l'argent avec du podcast en faisant du podcast aujourd'hui, mais en tout cas dans mon cas ça a été une véritable envie de diffuser, de me faire plaisir en réalisant ce podcast-là, de m'épanouir dans la recherche de ces témoignages, et ça s'est arrêté là. Donc aujourd'hui, Magma, on a eu le dernier épisode date d'il y a un certain temps. Est-ce que vous avez décidé de l'arrêter ? Est-ce que c'est quelque chose qui reprendra ? Je suppose que vous avez eu pas mal de sollicitations sur les réseaux sociaux, puisqu'on s'habitue à un podcast, on a envie d'en avoir un autre mois après mois, semaine après semaine, même si, comme vous le disiez tout à l'heure, l'avantage du podcast, c'est qu'on n'a plus de format imposé, obligatoire, et on n'est pas obligé d'en faire un tous les mois, même si on essaye d'en faire un tous les mois. Quid de Magma maintenant ? Alors c'est vrai que le dernier épisode date d'il y a un moment. J'ai pas pris ma décision en ce qui concerne l'arrêt définitif du podcast. J'aime pas trop enterrer un concept, une idée. Et c'est aussi l'avantage d'être totalement indépendante par rapport à ce projet-là, c'est que je peux me permettre, je crois, de pouvoir le mettre en pause quand il y a d'autres choses et d'autres projets dans ma vie, pour pouvoir ensuite le reprendre plus tard si je trouve encore des témoignages qui m'intéressent, et si le temps et l'envie sont réunis pour que je continue. Donc j'aimerais beaucoup reprendre Magma, c'est pas exclu, mais pour l'instant je peux pas encore dire que ce sera dans les semaines à venir, c'est beaucoup trop tôt, mais voilà, c'est pas du tout exclu que Magma reprenne. Oui. Oui, parce que c'est bien beau de lancer un podcast et d'essayer de trouver des personnages un peu originaux, mais on n'en trouve pas non plus peut-être comme ça facilement tout le temps. Et est-ce que vous vous êtes forcé à des moments à trouver ce genre de personnage pour justement avoir d'autres épisodes qui arrivent, ou alors est-ce que c'est venu un peu naturellement ? Non, il a vraiment fallu les chercher, et puisque je m'étais imposer ce rythme d'un épisode par mois, il fallait que je maintienne ça et que je trouve systématiquement de nouvelles histoires. Mais après, voilà, ça fait aussi partie du travail de journaliste, de faire des recherches et de contacter des gens. Donc on peut trouver les invités par différents biais, des personnes de notre entourage qui nous recommandent un témoignage, ou des personnes qui viennent spontanément à nous.
Mais la plupart du temps, ce sont des recherches personnelles, on peut passer par des associations, voilà, c'est beaucoup de temps passé sur Internet, beaucoup de coups de fil pour trouver la bonne personne, mais c'est sûr qu'ils n'arrivaient pas tout près dans ma boîte mail, quoi. Est-ce que vous savez si Magma a été diffusé sur des stations de radio ou comment est-ce que votre podcast a été rediffusé? Et vous avez eu des sollicitations de stations ou autres, hein, Alors, pas à ma connaissance, enfin, il y a eu des petites chroniques qui ont été faites pour présenter le podcast avec des extraits qui ont été diffusés, mais il me semble pas que des épisodes entiers aient été diffusés à la radio. En tout cas, j'en ai pas la connaissance, quoi. Alors ça, c'est un autre débat et un autre sujet que les droits d'auteur pour les auteurs et les autrices de podcasts qui ne sont pas encore véritablement reconnus et notamment les rediffusions dans les stations, puisque aujourd'hui les podcasts peuvent être rediffusés normalement sous autorisation, bien entendu, mais librement par les stations. Et à mon avis, vous seriez peut-être surprise de savoir qu'il y ait des stations qui les ont repris et qui les ont diffusés intégralement. En tout cas, si des stations écoutent et veulent rediffuser ce podcast, contactez Clémence Accart, parce que ça en vaut la peine. Et si quelqu'un vient vous voir et vous dit avec une baguette magique, un producteur, vous reprenez Magma et on vous le finance, c'est parce que est-ce que c'est un problème d'argent? Alors quelque part oui, parce que vous voulez en faire votre métier, si j'ai bien compris en préparant un peu cet entretien. Oui. En ce qui concerne l'histoire de la baguette magique d'un producteur qui arriverait, il se trouve que c'est déjà arrivé, on m'a déjà proposé de racheter le concept de Magma, mais je l'ai refusé pour plusieurs raisons, et notamment parce que j'avais envie de laisser ce projet en indépendant, qui m'appartienne totalement. Et voilà, tout simplement, et je regrette pas du tout parce que justement je peux me permettre d'arrêter ce projet un petit peu, de le reprendre plus tard, et encore une fois le but c'était pas du tout de gagner de l'argent avec ce podcast en le créant, donc en revanche il m'a permis de me faire connaître après auprès de d'autres producteurs pour pouvoir travailler sur d'autres productions, d'autres concepts qu'on a imaginés, et c'est plutôt en ça que je trouvais Magma intéressant. Alors, je vais maintenant vous lire le texte qui est paru dans le pod 4, qui a été écrit avant cet entretien, justement c'est ce que je fais toujours dans mes podcasts. J'écris un texte qui me permet d'avoir une idée sans avoir parlé à l'auteur ou à l'autrice et d'avoir bien sûr sa réaction après ce petit texte. Donc, j'y vais. D'accord. Magma. Titre évocateur. Et pourtant, je ne savais pas à quoi m'attendre en lançant ce podcast. Je vous avais d'ailleurs parlé de ce podcast dans un précédent numéro du pod, car j'hésitais déjà à en faire mon coup de cœur. Alors pourquoi hésiter ? Laissez-moi vous expliquer. C'est d'abord la voix de cette jeune femme qui vous capte. Une voix qui désire vraiment vous parler, vous conter, vous raconter délicatement, tendrement, sans artefact, tel un parfum frais qui enveloppe votre imaginaire, telle une coulée douce de lave qui recouvre délicatement son entourage. Les narrations de Magma viennent du plus profond des personnages et des histoires savamment sélectionnées, vous enrobent et finissent par rester en vous longtemps, très longtemps. La méthode de cette jeune journaliste radio pour raconter l'histoire avec un grand H par la voix est précise, sobre, vous recouvre d'un manteau réchauffant et vous emporte dans les arcanes de personnages incroyables et captivants. Le format n'a rien d'original et pourtant Clémence Accart sort du lot par l'incarnation de ses sons, par la substance de sa voix ni trop présente ni trop effacée, et par le sens des mots qu'elle prononce avec une profonde humilité et une sorte de naïveté apparente, et un gros travail de production. 3 saisons, dont la dernière semble avoir été écourtée.
Souhaitons que le volcan éteint de sa muse abreuve à nouveau longtemps le magma d'autres belles histoires, car on en veut encore. C'est très gentil, je suis très touchée, c'est très très beau, je suis très contente, très flattée de ces mots. Je sais pas du tout quoi dire de plus. Mais il n'y a rien, vous n'êtes pas obligé de... Non, mais voilà, je suis... Donc ça, c'est vraiment l'image que moi j'ai ressentie quand... et je parle bien d'image, car c'est le gros atout du podcast et de la radio, quelque part, même si la radio, on est, comme vous le disiez, limité par ses horaires. C'est que vous faites travailler l'imaginaire et donc c'est cette image, en tout cas, que vous avez réussi à créer dans mon imaginaire et qui est restée longtemps. Et c'est la raison pour laquelle je voulais que l'on fasse un peu plus attention à vous avec notre modeste pouvoir, bien entendu, puisque le pod est un petit magazine grand public, bien entendu, qui est suivi aussi par les professionnels et les initiés, et qui permet de faire découvrir, pas uniquement, comme on le disait, des nouveaux podcasteurs ou podcasteuses, mais aussi des podcasteurs de talent qui avec des podcasts qui ont un impact sur nos vies. Et j'inciterai les auditeurs à aller surtout écouter Le Bagne, qui pour moi a été véritablement un des épisodes les plus marquants. Un petit mot sur Le Bagne? Oui, alors déjà merci encore pour tout ce retour. Oui, Le Bagne, c'est aussi un épisode qui m'a particulièrement touchée. C'est une histoire qui est vraiment méconnue en France, voire totalement oubliée. Enfin, c'est quelque chose que les auditeurs, je pense, découvrent. Et ce monsieur que j'ai trouvé a aussi une histoire incroyable parce qu'il a voulu diffuser son témoignage à travers l'écrit dans un premier temps. Il a écrit tout un manuscrit parce que ça a été un bagnard, donc qui en fait à la suite d'une mauvaise blague pendant son service militaire s'est retrouvé emprisonné et c'est une situation qui l'a complètement dépassé, et puis ça a été très violent parce que ça a été une expérience d'humiliation pour lui, et puis ça a tout simplement détruit sa vie. Il a voulu en faire un récit, et puis il a égaré ce récit, puis un historien l'a retrouvé, l'a contacté. Enfin voilà, c'est une histoire assez incroyable, donc j'espère effectivement que les auditeurs vont découvrir ce témoignage, mais c'est vrai que ça m'a aussi beaucoup touchée de rencontrer cette personne, ouais. Merci Clémence, bon courage pour la suite, car on sait qu'il y a une suite, et pour ceux qui ont envie de connaître la suite des aventures de Clémence Accart dans le milieu du podcast, n'hésitez pas à la suivre. Comment on fait pour vous contacter, pour le cas échéant vous suivre ? Je crois que le plus simple, ce sont les réseaux sociaux. Là, tout à fait, je suis tout à fait disponible pour répondre aux messages. C'est encore le plus simple, donc Twitter ou Instagram, c'est mon nom, donc je crois que c'est assez facile de me retrouver. Clémence Accart, Magma, je vous invite à aller vous abonner à ce podcast, même si il n'y a pas encore de nouveaux épisodes, il y en aura peut-être dans le futur. À très bientôt, on se reverra peut-être certainement au Paris Podcast Festival ou au Salon de la Radio fin janvier dans le Pod Village. En tout cas, vous y êtes la bienvenue, et puis on reste en contact. Je ferai en sorte de suivre un peu tous les coups de cœur que j'ai eu au fil des prochains numéros du pod, et n'hésitez pas à partager aussi le podcast qui est sorti aujourd'hui et qui est disponible en digital gratuitement et en format papier dans une dizaine de lieux à Paris, voire plus, et bien entendu sur le site du pod, lepod.fr. Merci beaucoup Clémence, et bon courage à vous pour la suite de votre aventure de podcasteuse. Merci beaucoup Philippe pour cette invitation, et puis pour tous ces mots gentils concernant Magma. Ça me fait très plaisir. Merci beaucoup.